Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter et de retour en ce lundi 19 août 2019 et toute la bande est au complet. Laurent, bonsoir. Salut, comment vas-tu? Impeccable. Comment allez-vous? Ouais. Tous. Mickaël. T'as vu ma chemise ou quoi? Ouais, ça veut dire quoi ça? Et Mickaël avec sa chemise hawaïenne et sa voix. Thomas qui est à la réalisation. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Et Alain. Ouais, salut. Qui est également très en forme. Ah, je suis habillé ce soir. et moi-même, bien évidemment, puisque c'est tu es le meilleur. Tu es le meilleur d'entre nous. Oh tu le sais bien. Non. Tu le sais bien. Sans toi, Martin, on n'existe pas. Que ça. Oh là là, la queue de fleurs. Martin, mais vous savez quel mec quand même. J'ai quelque part une triste nouvelle à vous annoncer. Que cette émission de ce soir, le 19 août à Westrack, alors qu'il est 18h05, c'est la dernière de la période estivale. Wow. Ouais. Ça veut dire que l'été est... allez, on arrive à la fin de l'été. Purée. Et ouais, ah là là là. Je voulais vous le dire parce que la remarque, on l'a bien senti en début d'après-midi. Hein. J'ai failli tomber sur une saucée, mes amis. Hein. Ça fait 15 jours qu'il flotte quand même. Hein. Mais flotte petit, là, machin. Mais alors tout à l'heure, c'est une vraie qu'on a pris. Hein. Et la prochaine émission, ce sera le 2 septembre. Rendez-vous compte, le jour de la rentrée des classes. Wow. Mickaël. Ah, ça tue. Donc on va essayer ce soir ça tue. de faire mais t'as l'habitude de te prendre des trempes en même temps. Ouais, je sais, c'est pas nouveau. Enfin, quand même, de là s'y habituer. Hein. Remarque, pour Météo France, c'est assez simple. Hein. Ils ont juste à se caler au niveau des périodes de flotte sur mes congés. Généralement, c'est le premier jour et le dernier jour. Je reprends mercredi. Et Mais il y a que l'année dernière où il a fait beau en août en fait. Ah, j'ai pas ce souvenir-là, moi, personnellement. Et il a fait beau en août. Je sais pas, il y a des gens qui m'ont dit qu'il avait fait beau en août. Moi, je trouve, je suis pas spécialiste. Je trouve que août, c'est pourri, mais ça fait, je pense, au moins 3 ans que juillet, c'est top et août, pourri. Mais tu sais pourquoi? Après, je parle pour la Normandie. Mais oui. Pourquoi? Dis-moi. Parce qu'en fait, je cale la météo en fonction de là où je vais. Ah, toi aussi? Tu connais Esteban, le fils du soleil? Voilà. Je suis le fils du soleil. Enfin, partout où je vais, il fait beau. Voilà. Voyez-vous ça? Oui. Mais il faudrait que tu restes en Normandie, parce que mais il faut que je sois seul en fait, parce que sinon ça marche pas si je suis accompagné. Donc. Ah ouais, d'accord. Oui. Ah ouais. Allez, trêve de plaisanterie. Ce soir au menu, plusieurs sujets, 2 pour être précis. Le premier, et ça c'est à l'occasion de la sortie en DVD du film Tanguy le Retour. Il est sorti le 10 août dernier, donc ce film de Étienne Châtillaise. Et donc on va aborder ce sujet qui n'est pas si facile. Comment gérer le départ des enfants du nid familial, et puis comment gérer leur retour une fois adultes lorsque cela se produit. On appelle ça, savez-vous comment? C'est un syndrome. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? J'ignore. Alain? Ah, j'ignore. Non, vas-y. Thomas? Quand l'enfant revient, tu veux dire? Non. Quand il reste? Quand l'enfant va partir. C'est un syndrome. He's going to start. Non, vous savez pas? Non. Mickaël, je suis sûr que tu le sais. Voilà, ça me fait penser à quelque chose. Allez, dis-le. Syndrome du nid, non? Ouais, c'est ça. Du nid vide. Du nid vide, exactement. Eh bien, belle image. Dans le magazine de psychologie, la psychologue clinicienne Béatrice Copper-Royer nous dit ceci: 35% des parents, en majorité des mères, souffrent de ce qu'on appelle le syndrome du nid vide, une forme de dépression qui se traduit par un sentiment d'abandon et de vacuité quand les enfants quittent le domicile familial. Et les pères. Et les pères. On dit bien des parents, 35% des parents. Et c'est également une forme de déchirement et de renoncement. Leur départ est en effet un mélange de joie, de bonheur, de fierté, mais aussi de tristesse. Alors comment appréhender cette période délicate? Je vous pose la question. Déjà, ouais, je crois que mon ami Michael, il devrait ouvrir le sujet. Je vais y aller après parce que moi c'est encore différent. Mais Michael, on est en plein dedans. Hein. Ah oui, non, c'est un sujet qui est intéressant. Je ne pensais pas qu'il allait me toucher autant. Sans vous raconter ma vie, c'est pas l'objet. Mais dans le film Tanguy, on se moque de ce jeune qui ne veut pas partir de chez lui. Mais c'est vrai que ce que tu dis, Martin, on n'y pense pas. C'est-à-dire, on pense pas à l'incidence que le départ de l'enfant peut avoir sur le parent ou sur les parents. Et effectivement, beaucoup d'options écrites là-dessus. Moi, c'est quelque chose qui me questionne aujourd'hui parce qu'il y a un après. Bon, voilà, moi j'ai ma jeune colocataire, on va dire, qui va certainement bientôt s'envoler. Mais alors, comment faire après? Comment gérer
Qu'est-ce qu'on va faire La chambre vide. Qu'est-ce qu'on va faire Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on fait en tant que parent Ouais. Attends, c'est une salle La de chambre jeu, vide, c'est si elle prend toutes ses affaires. Hein. Une salle de jeu. C'est si elle trouve un appartement c'est aussi sûr, grand que sa ouais. chambre. Mais ça arrivera. Ça arrivera parce que Ouais. le job est fait. Je veux dire, quand l'éducation est à peu près réussie, c'est pour Ouais, que les puis, gamins s'envolent. Il y a l'âge, Voilà. quoi. C'est Alors ça. attention, on rappelle quand Michael parle et on fait référence à Tanguy, là on va plus faire référence à Tanguy le 1. Parce que le retour de On va en Tanguy, parler aussi, le 2, Ouais. c'est il part, il fait sa vie et il va divorcer, il va revenir. Donc c'est autre chose. Et ça Ouais, c'est aussi c'est un autre phénomène, C'est ouais. un autre phénomène Mais là, qui on commence à arriver aussi de plus en plus. Mais déjà il faudrait peut-être dire jusqu'à quel âge on est Tanguy. Bah écoute. Bah, dans le film, je crois que c'était 28 ans. C'est il me 28 semble. ans Je crois que c'était Ouais. 28 ans. Il partait à 28 ans. Autour de la Ouais, table, ouais. on est tous partis de chez nos parents. je Ouais, crois. ouais, on est tous partis. oui, y a pas de- non, Tomato non, Non. Tomato est toujours Je chez suis les parti il y parents. a 2 ans de chez mes parents. Dans le micro, Thomas, dans le micro. Je suis parti il y a 2 ans de chez mes parents. Ouais, moi, je savais à quel âge je suis parti, moi. Mais Vas-y, après, c'est les j'oublie conditions son honte, hein. économiques. Hein. Ouais. Tu pars pas de chez toi comme ça. Moi, je suis parti à 32 ans, moi. Je me suis marié. T'étais avec ta femme chez tes parents. Non, mais je suis Ça aurait pu être passé de sympa. la case parents directement à la C'est ce qu'ils case faisaient autrefois, hein, il n'y avait voilà. pas de problème. Le premier, Mais oui. l'aîné, il restait avec sa femme à la maison, et puis les cadets aidaient à la ferme, et avec peut-être d'autres habitats, mais en général, l'aîné, il restait avec les parents à la ferme. Hein. Ouais, Oui, parce qu'autrefois, on vivait dans des fermes, on vivait pas à la oui. ville. Oui, c'est vrai. Les Donc temps sont il y différents. avait plus d'espace, on était un peu moins les uns sur les autres peut-être, mais on vivait encore ensemble, quoi. Alors, Ouais. justement, la question qui est posée à Béatrice Cooper-Royer dans cet article du syndrome du nid vide dans Psychologie d'avril 2019, on lui pose la question, à l'image du film Tanguy, certains parents sont soulagés de voir leurs enfants partir. Est-ce qu'ils sont si nombreux Eh Et ben, elle je sais pas. répond, ce n'est pas très fréquent, mais en effet, cela arrive de plus en plus. Les enfants partent plus tard aujourd'hui à cause de contexte économique. Ça peut expliquer aussi cette réaction. Aux parents de faire passer régulièrement le message qu'ils souhaiteraient les voir prendre leur indépendance assez en amont avant que la cohabitation ne devienne trop compliquée. Parce que finalement, c'est ça aussi, à un moment donné, on veut avoir ses propres règles, sauf que quand t'es chez tes parents, t'es pas chez toi. Donc tu respectes les règles du foyer aussi. Mais bon, c'est. Enfin, quand les règles de tes parents, c'est tes règles à toi, il n'y a pas de problème. Tant que c'est dans ce Ouais. cadre-là. Mais ça peut vite... on peut Le vite problème, déchanter, c'est quand un quoi. des parents il décide de faire des règles qui sont pas logiques, et puis que là, ça commence à friter. Oui. Ouais. Oui. Mais c'est pas toujours comme ça. Hein. Moi, je sais que pour mon propre exemple, bon, j'ai encore mon fils à la maison, mais enfin, bon, il est beaucoup à l'étranger, mon fils. Mais toi, t'es content D'ailleurs, qu'il soit à la maison. Non, mais moi, la première fois qu'il est parti, il devait avoir 19-20 ans, et il nous a fait un Erasmus, mais en Pologne. Alors là, La façon moi, que t'as- je l'ai, la petite larme je de Père l'ai- Castor. La façon je l'ai que t'as de horriblement dire, mal vécu. il l'a fait un Erasmus, Non, c'est mais- genre une maladie. Eh ben, bon, il est parti 6 mois en Pologne. Je l'ai absolument très mal vécu parce que c'était la première fois qu'il partait. Puis nous, on n'a pas de problème avec notre fils. On est sur une relation, je sais pas, on va peut-être pas dire fusionnelle, mais enfin bon, disons que ça se passe bien. Et donc, il a décidé de faire un Erasmus en Pologne. Alors, c'était pas en Angleterre ou en Allemagne, machin. C'était en Pologne quand même. C'était un peu plus loin. C'était la première fois qu'il partait. Je l'ai, mais hyper mal vécu. Moi, je me souviens l'avoir accompagné avec ma femme à l'aéroport de Roissy. Et puis, je l'ai vu partir à l'embarquement. Hein. Et j'ai eu les boules. Hein. Vraiment, mais je l'ai On sent hyper ton mal émotion. vécu. Mais ouais, On sent ton émotion, alors. mais je me revois et j'ai été horriblement mal. J'ai été ma femme pas tellement, elle, ça curieusement qui est assez inquiète, elle est bon, elle l'a pas mal vécu. Mais moi je l'ai très mal vécu. Et ton fils Et l'a 8 ressenti. jours après. Et ton fils l'a Ah ressenti. oui. Et on est tourné 8 jours après en Pologne pour l'aider à trouver un logement à Varsovie. Et c'est pareil, pendant tout le séjour, je pensais merde, on va rentrer puis sans lui quoi. Et vraiment, mais je l'ai hyper mal vécu. Alors ça a été la première fois, après bon j'étais habitué, il nous a fait 1 an en Allemagne après, mais c'était plus près, et puis on était un petit peu habitué, et puis on était allé le voir plusieurs fois, mais la première fois, ça a été très dur. J'ai une question, tu t'y attendais ou pas?
Oui. Parce que moi, ce qui me surprend dans ce processus-là, c'est qu'on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que on se dit voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre, on fait bien le boulot de parents à peu près, on le fait jamais bien, je pense. Il n'y a pas de mode d'emploi. Voilà, il y a pas de mode d'emploi. Contentons-nous d'en survivre. au mieux. Je crois que c'est le métier le plus difficile au monde d'être parent. Ouais, c'est cette. Déjà, c'est pas un métier. Ce parent qui demande Mon humble avis. à un psy comme ça, je me souviens d'un article. Voilà, il vit l'adolescence de son gamin et il pose la question au psy en lui disant mais voilà, je le vis très mal, c'est très compliqué. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais bien mon job de parent et tout ça? Et le parent, le psy lui dit contentez-vous de survivre à cette période. Mais voilà, moi en tout cas je ne m'attendais pas à avoir enfin, cette petite appréhension de me retrouver seul avec moi-même, enfin, entre guillemets, ou avec sans elle en tout cas. C'est quelque chose qui me surprend, cette brutalité en fait. Par contre, moi j'ai connu un pote qui avait du mal de partir de chez sa mère et c'était assez difficile pour elle à vivre. Elle aurait voulu qu'il parte. Et bon, c'est son enfant, elle est tiraillée entre la mère qu'elle est et son enfant, sauf que l'enfant était bien dans cette situation-là. Par contre, ce qui était assez marrant, c'est que à l'âge qu'il avait, je crois il était pas loin de ton âge d'ailleurs, entre parenthèses, je crois qu'on était sur quasiment la trentaine d'années. Et bon, après, à la base, c'est économiquement qu'il ne pouvait pas rester chez. C'était mon cas aussi. Parce qu'en fait, il travaillait sur Paris et je vous cache pas qu'effectivement les loyers sur Paris ils sont pas forcément très abordables. Et en fait, il faisait le trajet à chaque fois et il préférait rester chez sa mère. Mais ça a amené beaucoup de situations conflictuelles malgré tout. Et je pense qu'elle aurait aimé s'en débarrasser. Mais elle ne pouvait pas parce que c'est pas correct dans son esprit de laisser partir son fils et c'est pas très respectueux. Sauf qu'on se pose pas la question pourquoi l'enfant reste. C'est une bonne question ça. Parce qu'on parle des parents, c'est vrai que nous, en tant que parents, la question que se pose Michael, je pense que moi je commence déjà à me la poser et je pense que je me la poserai comme lui en temps et en heure. Je serai là. Je pense comme toi Alain. Je pense comme toi Alain que j'aurai le moral dans les chaussettes. Moi je crois. Et puis c'est pas grave, j'ai envie de dire. Mais il y a des fois des enfants qui abusent et qui restent. Et moi ça je l'ai vécu. Je connais quelqu'un qui est resté mais vraiment sans aider, tu vois, sans donner. Il avait un métier qui lui rapportait pas mal, hein, entre parenthèses. Il se contentait de ce qu'il avait chez sa mère, ça lui allait très bien, et il ne donnait même pas une aide financière ou même une aide physique, on va dire, ménage, courses ou autre. Et ça, c'était un peu choquant. C'est un manque de savoir-vivre. Il y a un curseur certainement à placer. Mais néanmoins, économiquement, c'est vrai que partir de chez ses parents, ça coûte un bras. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Et la formule de travailler, si on trouve son travail et que le gamin reste à la maison quelque temps, je pense que c'est une bonne formule pour pouvoir démarrer positivement dans la vie, au moins économiquement, de se faire. Ça veut dire qu'il se met de l'argent de côté. Il part et puis dans de bonnes conditions. Ouais, tout à fait. Et je crois que c'est de plus en plus difficile parce que les générations de maintenant se rendent pas compte. Mais pour nous, ça a déjà été difficile. La génération d'avant a été beaucoup plus vernie parce que c'était une génération qui commençait beaucoup plus facilement dans la vie avec un CDI, avec un vrai job et puis un vrai salaire. Aujourd'hui, moi je plains les jeunes parce que quand même il y a beaucoup de raisons de se fâcher. Aujourd'hui, quand t'es jeune et que tu veux débuter dans la vie, tu galères quand même. C'est curieux, on a connu le progrès quand même, on a un vrai progrès social dans les années 60-70 et il faut dire ce qui est, on a reculé. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes chez leurs parents de plus en plus tard, c'est aussi un signe qu'économiquement ça va pas, quoi. Quand on pose la question à Béatrice Copper-Royer sur la culpabilité des enfants de quitter leurs parents, on lui demande est-ce qu'elle est fréquente. Elle répond surtout que les enfants se sentent souvent coupables de partir quand leur parent est célibataire. La culpabilité est aussi plus forte pour le petit dernier de la famille ou encore pour l'enfant unique, sur qui il y a eu un investissement massif des parents. Les parents ont aussi tendance, c'est ce qu'elle explique en tout cas, à s'oublier parce que leurs enfants sont au centre de tout. C'est ce qui va diriger la famille, le planning, les emplois l'emploi du temps, les activités, les devoirs pour les enfants plus jeunes. Et donc automatiquement les parents ont tendance à s'oublier et elle explique que le rôle des parents c'est aussi d'anticiper
le départ, elle explique que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Tout à fait. Les parents ont Ouais, une c'est mission, c'est de les construire pour qu'ils réussissent à vivre loin d'eux. Et anticiper leur départ, c'est maintenir, quand ils sont encore à la maison, une vie en dehors d'eux. Ne pas se mettre en veilleuse. Avoir une vie où il se passe des choses. Une vie affective ou professionnelle épanouie ou des activités personnelles. Pour que les enfants, comme elle le précise, ne rempliront pas le quotidien des parents. Il ne faut pas que ça soit exclusif. Le risque, c'est de faire culpabiliser le gamin, en fait. Et voilà. Et Il si est je là. m'en vais, je laisse le parent tout seul. Le ou les Exactement. parents tout seul. En tout cas, c'est le point de vue de ce qu'elle nous explique. Et puis, on l'a évoqué, le sujet du Tanguy, le deuxième, c'est Tanguy qui, à l'âge de 44 ans, revient chez ses parents et elle pose la question. Là, on lui pose la question, avec la crise économique, certains enfants, ayant pris leur indépendance, retournent vivre chez leurs parents. Comment gérer ce retour ? Alors, c'est le sujet du film. Mais c'est une situation extrêmement difficile, nous dit-elle, autant pour les enfants que pour les parents qui ne sont plus faits pour cohabiter ensemble. Entre les manies, oui. les habitudes, Ouais. le rythme. Ouais. Mais tu disais, Alain, les familles dans les années Les 60, enfants, 70 les enfants. étaient complètement différentes. Sur 50 ans, on a eu des bouleversements sur les Ah oui. schémas familiaux qui sont incroyables. Ouais. Jamais on aurait imaginé, dans les années 60, 70, revenir, quand on a 40 ans, chez ses parents. Enfin, je pense Jamais. D'accord. Jamais. Bah, c'est clair. Tu sais, il y avait- C'est clair. On en parlait sur les types de familles. On avait appris ça en sociologie ou en économie. La famille nucléaire, la famille qui est la famille avec les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Et puis aujourd'hui, on est plutôt sur des familles monoparentales, Ouais. principalement, hein, a priori. Enfin, en tout cas, ça devient de plus en plus. Après, je vais peut-être dire une bêtise. Je pense qu'avant, les parents, on les mettait pas dans les EHPAD. Ouais. Ah, Ouais. Alors après, C'est vrai, attention, ouais. ça, Ouais, je ouais, déborde un peu du sujet parce c'est vrai, que, mais c'est vrai. C'est Mais vrai. ça aussi, vrai c'est aussi. C'est vrai aussi. toutes les causes qui arrivent aujourd'hui. C'est-à-dire avant, on gardait les parents chez soi. Ouais. Alors je dis pas que c'était facile. Hein. Non. Je dis pas que c'était facile. Ouais, c'est vrai, mais t'as raison. aujourd'hui, il est plus simple, bon, plus cher aussi, d'envoyer les parents dans un EHPAD. Mais parce qu'il faut encore avoir les moyens pour y aller. Hein. Tout à fait. Pour un service qui est pas toujours. Par contre, j'ai lu un truc qui m'a fait un peu sourire. C'est il y a une personne qui a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'il gercle. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, elle a dit il faut faire la grève du ménage, mais ils expliquaient que quand même la grève du ménage, l'enfant il s'en foutait un petit peu. Oui, ça Alors, sûrement, ils ont dit aussi il faut arrêter d'être un bon parent. C'est-à-dire montrer un petit peu ce que expliquait Martin tout de suite, montrer que c'est le centre de tout et qu'on n'a pas effectivement, comme tu disais, de vie notre soi. vie elle est totalement liée à l'enfant. Et ce qui m'a fait aussi vraiment sourire, c'est faut arrêter de faire des bons petits plats. Ce serait drôle, ça. L'amour par l'aliment. Ça, c'est très méridional. Comment faire Ah bah partir oui, son oui, gamin oui. Oh, mais c'est Comment très, le faire partir C'est très français, hein. C'est pas seulement. Non, mais Ah ouais. tu sais, il y a le syndrome. Alors, j'espère qu'on prendra pas mal ce que je dis, mais il y a le syndrome de la mère juive, Ouais, comme on dit ouais, si ouais. bien, Ouais. qui veut vraiment Ouais, faire ouais. plaisir. Et d'ailleurs, entre parenthèses, au-delà de tout ça, dans les aliments, c'est vrai qu'il y a de l'amour qui passe dans les aliments. Et Bah ça, tu oui. vois ça beaucoup dans les pays méditerranéens où tout passe par la bouffe. La mama. La Ah ouais, mama, la mama, ouais. pas que, hein, tu vas en Non. Grèce, c'est pareil, tu prends les Libanais, c'est pareil. Dès que tu fais un peu le tour, les Espagnols, les Portugais, les Italiens, et même les gens du Maghreb, c'est assez important. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de parents, une fois les enfants partis, se redécouvrent, se retrouvent, profitent d'eux, chacune. Et ou pas. Ouais. mais ça peut être l'occasion Mais justement, ouais, mais ouais. ça peut être l'occasion de sortir Ouais, tout à fait, quand je t'interromps plus. et de rencontrer l'amour, hein. Ce que je vous propose, chers amis, c'est que allez, pour le fun, on s'écoute la bande-annonce de Tanguy 2. Donc, on vous rappelle, on n'a pas d'action, mais le film est sorti en DVD le 10 août dernier. Et puis, on s'enchaîne avec un titre de Luke Combs et on revient avec le deuxième sujet. À tout de suite. Et c'est la panne. Si ça part. Et c'est la Ou pas. panne. Il part pas. Voilà. Voilà. Et voilà. Filling up my Christmas list with gifts for girls and boys. There's frilly things and candy dreams and they're Oui Tanguy Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Lynn m'a quitté.
Oh, mon pauvre chéri. C'est toute ma vie qui s'écroule. Tiens, glissons tout chaud. Excusez-moi, je me sens pas très bien. Je crois que je vais me coucher. Je croyais que t'étais parti te coucher hier soir. Mais Bruno m'a appelé. Il a insisté pour que je le rejoigne dans un bar. C'était nul. C'était nul. Jusqu'à 6h du matin. C'est qu'il va mieux. Exactement, il va mieux. Beaucoup mieux que ce qu'il prétend. Je vois pas agréable cet appartement. Il a retrouvé le nid. Je crois même que je le préfère à l'ancien. Qu'est-ce que c'est? D'après toi? Je suis désolé, je voulais pas déranger Tchou. En revanche, tout, c'est pas un problème. T'as raison, Edith. On est en train de se faire enfler. Dis-moi, le temps passe, mais t'as pris une décision? Une rupture, c'est comme un deuil. Ça dure 1 an. Parce que tu comptes rester ici 1 an? L'enculé, il aurait pu prendre un appart depuis longtemps, hein. L'essentiel, c'est qu'il dégage. Daddy, I'm afraid. Won't you stay a little while? Keep me safe, 'cause there's monsters right outside. Daddy, please don't go. I don't wanna be alone, 'cause the second that you're gone, they're gonna know. Before he went to bed, he grabbed my hand and said, just 'cause I'm leaving, it don't mean it. I won't be right by your side. When you need me, you can't see me in the middle of the night. Just close your eyes and say a prayer. It's okay, I know you're scared when I'm not here, but I'll always be right there. Even though I'm leaving, I ain't going nowhere. Dad will be late, and Uncle Sam don't like to wait. He's got a big old plane that's gonna take me far away. I know I act tough, but there's a churning in my gut, 'cause I just can't call you up when things get rough. Before I left, he hugged my neck and said, just 'cause you're leaving, it don't mean it. I won't be right by your side. When you need me, you can't see me in the middle of the night. Just close your eyes and say a prayer. It's okay, I know you're scared, I might be here, but I'll always be right there. Even though you're leaving, I ain't going nowhere. Daddy, I'm afraid. Won't you stay a little while? I never thought I'd see the day I had to say goodbye. Daddy, please don't go. I can't do this on my own. There's no way that I can walk this road alone. Daddy grabbed my hand and said, just 'cause I'm leaving, it don't mean it. I won't be right by your side. When you need me and you can't see me in the middle of the night, just close your eyes and say a prayer. It's okay, boy, I ain't scared. I won't be here, but I'll always be right there. Even though I'm leaving, I ain't going nowhere. I ain't going nowhere. Voilà, Luke Combs avec le titre Even Thought C'est I'm bien, c'est Living. frais. Ouais, c'est sympa. rafraîchissant, ça me plaît. Hein. Ouais. Belle voix. Sympa. Jingle ou pas jingle?
Bon, ouais. Jingle. Allez, comme on va avoir un sujet là-dessus, on va mettre un jungle. On va mettre un jungle. Tout de suite comprendre après. Celui que tu veux, Thomas. Laurent. Martin. Michael. Thomas. Alain. Je vous demande de vous arrêter. Et oui, à la fin, il y a un accident parce qu'en fait, je crois qu'il a percuté un arbre qu'il n'a pas vu. Ah, mais quel bout. Le platane. Il s'est pris un platane. Bah mince alors. Là, la transition. Et quelle transition. Ça, c'est bon. Oui, quelle transition. On a trouvé une nouvelle qui était plutôt réjouissante. C'est les Éthiopiens en Éthiopie. Eh bien, il y a eu des Éthiopiens en Éthiopie. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire? Non, mais c'est dingue. C'est étonnant. Les Éthiopiens, Qu'est-ce qui se passe? Éthiopiens, pardon. Ça me scie, moi. Franchement, les mecs, par contre, je suis scié. L'information, elle est assez intéressante. Mais oui. Ouais. Avez-vous entendu parler que, eh bien, le 29 juillet 2019, il y a eu une action très particulière qui a été à l'initiative du chef du gouvernement Abiy Ahmed au sujet d'une mobilisation nationale. On va écouter un court passage de Euronews qui présente le sujet. On écoute. Ils avaient prévu d'en planter 200 millions. Ce sont finalement 353 millions d'arbres qui ont rejoint les sols éthiopiens. Un record dont s'est félicité le Premier ministre. Abiy Ahmed n'a pas hésité à mettre lui-même les mains dans la terre pour cette opération de reboisement du pays nommée Héritage vert. L'Éthiopie prévoit de planter 4 milliards d'arbres entre mai et octobre de cette année. La question de l'environnement est une préoccupation majeure, même au niveau mondial, mais plus encore pour ce pays. La plupart des problèmes et la famine que nous voyons dans ce pays pourraient être liés au manque de protection de notre environnement. Plus de 2,6 milliards d'arbres ont déjà été plantés dans ce pays de l'Est du continent africain. Une nécessité, alors que la couverture forestière de l'Éthiopie serait passée de 35% au début du XXe siècle à 4% dans les années 2000, selon l'ONU. En cause, une population croissante et d'importants changements climatiques. Voilà, donc ça c'était Euronews qui en parlait. Ouais, et puis, on remercie nos collègues. Franchement, c'est très très impressionnant parce que effectivement, vous voyez, 35% au début du XXe siècle, un peu moins de 4% aujourd'hui. L'objectif, ça fait mal, hein. C'est qu'effectivement, c'était pas de rentrer dans le Guinness Book, c'était simplement de dire voilà, on a un projet ambitieux de reforestation du pays et planter 4 milliards d'arbres entre mai et octobre 2019. J'ai envie de dire bon boulot. Ah oui. Oui, beau job. Hein. Oui, on n'a pas le. C'est pas mal. J'aime bien. Et donc 4 milliards d'arbres. On s'en débarrasse. Quand on sait qu'en 12 heures, ils ont planté 350. C'est parce que je l'avais pas compris en fait. 350 millions d'arbres en 12 heures. Les 4 milliards, c'est peut-être envisageable. C'est très impressionnant. Et donc le pays s'est lancé dans ce projet. Donc ça, c'est Le Monde dans l'édition du 4 août qui nous le rappelle, à cause donc de cette déforestation massive qui a fait l'objet de désastres pas possibles, l'accentuation d'érosion des sols et des sécheresses qui touchent aujourd'hui très durement le pays. Alors bien évidemment, cette action, elle est très remarquée, puisque aujourd'hui les arbres, c'est comment dire, quelque part, c'est essentiel à la survie de l'humanité, nous dit-on. Oui. Donc cette action-là, qu'est-ce qu'elle vous évoque, chers amis? Personnellement, moi, ça m'évoque une autre problématique qui est donc la débétonisation. C'est-à-dire qu'on commence en France, en particulier à Paris, à débétoniser. C'est-à-dire que des esplanades qui ont été remplies à coups de béton ou d'autres revêtements du style, on commence à rogner dessus et à replanter des arbres, parce qu'on a remarqué par exemple que quand il y a des grosses chaleurs sous un arbre, il fait alors entre 2 et 6 degrés de moins quand même. Donc alors c'est une présentation des choses, mais on peut également penser que les problèmes de réchauffement climatique sont liés aussi, alors il y a plein de causes je pense, mais il y a aussi cette déforestation qui s'est passée un petit peu partout, et en particulier en Amazonie, puisqu'en Amazonie on a
déforestisé pour, je crois, implanter des palmiers pour faire de l'huile de palme. L'huile de palme qui est très mauvaise pour la santé et qu'on commence à retirer d'ailleurs dans les produits. Il y a même des produits où on met maintenant réalisé sans huile de palme parce que l'huile de palme c'est une saloperie. Et alors non seulement c'est une saloperie, mais en plus on a déforesté à cause de ça, pardon. Et moi je trouve ça fantastique qu'un pays a un projet de cette ampleur-là pour replanter les arbres, parce que bon, encore une fois, ce n'est pas le seul problème que nous rencontrons. Je pense aussi, mais ça pourrait être l'occasion d'un autre débat, qu'on est beaucoup trop sur la terre et qu'il va falloir se calmer, parce que là, ça devient problématique. Mais il faut absolument reforestiser, parce que les arbres aussi sont là pour... mon leitmotiv d'éducation sexuelle correcte. Oui. Bah oui, enfin, oui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éducation sexuelle correcte aussi. Ah, ouais, voilà. Même donc, en France, c'est une catastrophe et il y a des choses à faire là-dessus. Ah oui. Alors justement, c'est peut-être l'occasion d'écouter un très court extrait dans le domaine des dieux. C'est au tout début du film. Ça parle pas d'éducation sexuelle. Ça parle pas d'éducation sexuelle. Non, je reviens aux arbres. Le domaine des dieux, tu nous dis quand même, c'est un film de Louis Clichy et Alexandre Astier. C'est donc une adaptation d'un album d'Uderzo et Goscinny qui a été faite il y a quelques années. Donc c'est Astérix, c'est ça? Astérix. C'est un très court passage. Alors il y aura pas Astérix dans le passage qu'on va écouter. C'est juste Laurent Deutsch qui fait la voix du personnage et Alexandre Astier qui ont une conversation sur la forêt. Il est intolérable que des barbares moustachus viennent compromettre les plans de César. Je t'avais prévenu, architecte. Les Gaulois n'aiment pas qu'on se promène dans leur forêt. Leur forêt? Non mais arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Non, mais où est-ce qu'ils se croient? Ils se croient chez eux. C'est bien le problème. Ah oui? Eh bien, place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Faudrait la dégauloiser d'abord. Pour ça, je te rappelle que César compte sur toi. Voilà. Donc déjà les Gaulois à l'époque ils avaient des espaces détendus incroyables. C'est fantastique. Et puis tu sais, je pense que tout le monde a lu Astérix. Idéfix il aime pas quand on arrache un arbre, quoi. Bon, c'est tout un symbole. Mais oui, c'est tout un symbole et c'est formidable. Alors dans le site internet, sur le site internet geo.fr et plus précisément lié à un article sur l'environnement sur ce qu'a fait l'Éthiopie, il y a le docteur Dan Ridley Ellis qui était interrogé par The Guardian et qui lui est un spécialiste des arbres de l'université Napier d'Édimbourg en Écosse, et il explique ceci. Non seulement les arbres réduisent le changement climatique en absorbant le dioxyde de carbone de l'air, mais ils ont aussi d'immenses bénéfices pour combattre la désertification et la dégradation des sols, en particulier dans les pays arides. Et ce scientifique explique que le défi ne consiste pas seulement à planter des arbres, il s'agit aussi de choisir le bon arbre au bon endroit, tout en considérant les besoins à court et long terme des arbres et de la population. Et puis il faut prendre en compte, dit-il, les effets du changement climatique, de même que les dimensions écologiques, sociales, culturelles et économique. Je suis d'ailleurs surpris pour avoir été au Portugal, très surpris de voir cet arbre qui quand on plante va partout et apporte rien. C'est un arbre un peu bleu gris là, avec des feuilles. C'est très connu. Je retrouve pas le mot, mais c'est bon. C'est comme ça, c'est la radio. Et ils en l'eucalyptus. ont plein. L'eucalyptus, merci beaucoup. Un eucalyptus, ça sert strictement à rien. Et très curieusement, c'est une politique de forestation au Portugal. Ils en ont planté partout. Et pour qui connaît l'eucalyptus, le problème c'est que ça drageonne et ça refait des eucalyptus un peu plus loin. Et franchement, ça sert à rien. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça au Portugal. Je viens de le dire, pourquoi? Parce que t'as pas besoin d'en replanter et ça se d'accord, mais enfin, comme essence, il y a mieux. Oui, après, c'est sûr comme essence, il y a mieux. Oui, c'est certain. Mais voilà, mais encore une fois, ça montre l'importance de la reforestation. Reforestation. Il est imprononçable ce mot. Imprononçable. C'est-à-dire la mais Martin, si je ne m'abuse, tu as encore d'autres choses à nous présenter sur la forêt que nous ne connaissions absolument. Marie la forêt. Il y a bien des choses à dire. Mais ce qui pourrait être sympa, c'est d'imaginer. Ce serait d'imaginer un univers où les arbres se mettraient en colère d'avoir été détruits. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça?
Alors, il me semble que oui. La forêt, je ne sais pas. La mer, oui. Moi, j'ai lu un bouquin de fiction où la mer se foutait en rogne et alors elle provoquait plein de catastrophes. Et tu pars de la maison parce que la mer s'est foutue en rogne. Oui. D'où sujet d'avant, merci. Mais il y a eu un bouquin que j'ai lu il y a quelques années où la mer se foutait des tempêtes pas possibles, des machins, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il fallait qu'ils s'arrêtent, je sais plus quoi. Enfin, il y avait ça. Mais moi, je connais pas sur la forêt. Hein. Eh ben, sur la forêt, c'est plus une réaction. C'est une agence immobilière, non? Ouais. Alors, on va pas toutes les faire. Mais pourquoi pas. Moi, j'ai envie de dire. C'est celle-là que j'attendais depuis tout à l'heure. J'ai envie de dire, c'est qu'il y a le problème. Bon, très bien. Ah bah écoutez, là on va tous les faire. Je ne peux que j'arrive pas à la faire. Je ne peux que plier devant vous. On l'a toute faite, c'est bon. Alors écoutons la réaction des arbres au constat face à la déforestation. Il faut toujours qu'ils essayent de se mettre là où ils... Nombre de ces arbres étaient mes amis. Des créatures que j'ai connues à l'état de noix et de glands. Désolé, Silvebarbe. Ils avaient leur voix propre. Il n'y a pas de juron en elfique, entique ou langage des hommes pour qualifier cette traîtrise. Regardez les arbres, ils avancent. Venez, mes petits amis, oui, les Ents vont entrer en guerre. Il est probable que nous courions à notre perte. La dernière marche des Ents. Michael, tu te vois réagir à ce que dit Silvebarbe dans Le Seigneur des Anneaux? On ferme les yeux, on y est. On est à Montjon. Il n'y a pas Silvebarbe à Montjon, je crois pas. Non. Hein, Thomas, tu disais? Non, tu allais dire peut-être quelque chose. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Doter les arbres de conscience, et puis peut-être qu'il y en a certains qui feront moins les malins. Alors justement, au niveau de la conscience des arbres, je crois qu'il y a quand même eu des travaux récemment qui nous indiquent des choses absolument étonnantes. Hein. Alors justement, c'est la communication entre les arbres. Et bien, il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment Peter Wohlleben. Et Sloan. Non, Peter Wohlleben, c'est en fait un monsieur qui nous explique qu'il y a des arbres qui sont connectés entre eux. C'est un Allemand, un monsieur qui est forestier, et il appelle ça le réseau Internet de la forêt. Et en définitive, il explique que les arbres ne restent pas plantés là comme des souches, ils interagissent, communiquent, développent des relations d'entraide avec leurs proches, et même avec ceux qui se trouvent à de plus grandes distances. Et il a détaillé tout ça dans un livre qui a été un succès incroyable, qui s'appelle La vie secrète des arbres. Et donc dans l'émission Envoyé spécial que France 2 avait passée il y a maintenant quelques mois, eh bien il expliquait que sous les feuilles mortes, sous les champignons, eh bien il y avait des filaments blancs. Et c'est ça qui les relie entre les arbres. Et à travers ce réseau, ils échangent des informations qui leur permettent par exemple de se préparer en cas d'attaque. Étonnant, non? Alors là, ils communiquent avec les racines, non, aussi? Alors ça, mais pas seulement. Ça, il ne le précise pas à outre mesure. Il se servirait de tout leur environnement pour justement pouvoir intervenir et dire attention, il y a un danger. La façon de pousser leurs branches, comment se protéger, comment se préserver par rapport au vent, comment s'entraider, se soutenir. Je crois même que quand il y en a un qui est un peu malade, les autres lui envoient de la sève pour qu'il essaie de se soigner. Hein. C'est quand même absolument étonnant. Hein. C'est absolument étonnant de voir ça. C'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer en fiction, mais de là, quand même, est-ce que ça soit une réalité? C'est proprement stupéfiant. Hein. Mais c'est dingue de voir comment l'arbre s'adapte, même quand on se balade en ville, on voit quelquefois un tronc qui contourne un poteau de signalisation, et puis tout l'arbre se construit autour. Il y a quand même une adaptation qui est, je trouve, assez surréaliste, quoi. Ouais. Mais enfin, en ville aujourd'hui, tu trouves plus un étron qu'un tronc. Hein.
Oui, Formidable. C'est formidable. Dans tous les cas, sachez que donc les arbres des forêts donc, échangent des molécules par le réseau fongique associé à leurs racines, ce que tu disais, il a bossé, Laurent. Et ça leur permet de se transmettre de la nourriture et de l'information. Et l'observation et l'expérience ont aussi montré que ces échanges sont majoritairement dirigés vers les individus les plus jeunes. Alors, l'information est transmise et elle semble être liée à une agression et au déclenchement d'une réaction chez un individu. Les souches d'arbres, nourries par leurs voisins vivants, participeraient également à la mémoire collective et aideraient à donner une réponse collective plus rapide. Et c'est justement le documentaire qui s'appelle L'intelligence des arbres qui explique ces comment dirais-je, qui ne sont pas des théories, puisque vraisemblablement Peter Wohlleben l'a démontré. Maintenant, il est vrai que c'est sujet à controverse parce que j'ai eu l'occasion d'en échanger et il y a pas mal de personnes pour lesquelles c'est difficilement envisageable. Ce n'est pas rationnel. Toujours la rationalité, voilà, et toujours et quel que soit le domaine d'ailleurs, tout ce qui est pas rationnel, ça parle pas aux gens. Moi, je suis persuadé quand même que cette analyse qu'il fait de la vie de la forêt, elle est pertinente et même si on n'a pas la preuve absolue, parce qu'on sait pas le démontrer, hein, c'est encore une fois, c'est ce qu'on peut pas démontrer, hein, on parle de l'homéopathie aussi, qu'on veut plus rembourser maintenant, alors qu'elle a peut-être des effets, mais parce qu'aujourd'hui techniquement on peut pas le démontrer. Ben voilà, on dit c'est pas bon, c'est pas bien, on le rembourse plus. Ben je crois que cette vie des arbres, ça me paraît presque logique. Enfin, moi, ça me paraît presque logique. Ce truc. Mais à moi aussi. Et d'ailleurs, il y a plusieurs artistes qui ont fait des chansons sur le sujet, dont une très belle qu'on vous propose d'écouter, à découvrir, ou peut-être pour certains à redécouvrir. C'est Yves Duteil qui nous en parle et ça s'appelle La légende des arbres. Moteur. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. J'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthumes, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles. Comme un arbre dans la ville. Bon,
vous l'avez compris, je me suis un peu planté dans le lancement. Et puis alors se planter sur Maxime Le Forestier, évidemment. Bravo. C'est parfait, le partage. Je me suis planté totalement. Et donc c'est l'excellent Maxime Le Forestier et qui était accompagné à la guitare parce que c'est un live avec Jean-Félix Lalanne. Et la chanson s'appelle, décidément, hein. La chanson s'appelle Comme un arbre dans la ville. Yves Duteil, on l'écoutera un petit peu plus tard. Jamais. Pour clore le film. Alors Alain, tu as évoqué plusieurs choses. Oui, tu sais qu'il y a également d'autres pratiques avec les arbres. Tout à fait raisonnable. Attention. Tu sais que j'ai une blague là-dessus. J'ai une blague là-dessus. Elle est très très vieille. C'est quelqu'un qui parle avec un pote. Il lui dit écoute, je vais me marier dans un mois et j'ai jamais fait l'amour à une femme. Et son copain lui dit bah écoute, il y a un truc très simple pour s'entraîner. Tu vas dans la forêt et tu vas chercher un trou dans un arbre et tu vas t'entraîner comme ça. Et effectivement, c'est l'arbre magique de Pipoudou. et il fait ça pendant un mois et il se marie un mois après. Et il y a tout le monde qui est là. Et puis à un moment, le couple, pour consommer, s'éclipse. Et puis la soirée bat son plein. Et puis à un moment, on entend des cris, mais vraiment des cris. Et puis à un moment, on entend au secours. Au secours. Alors les gens ils sont quand même inquiets quand même, donc ils déboulent tous dans une pièce à côté et il y a effectivement le couple qui est là, la femme, je vous passe le détail, les jambes écartées, et l'homme avec un morceau de bois en train de trifouiller dans sa choupinette. Et on lui dit mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Il dit bah rien, je regarde juste s'il n'y a pas un nid de guêpe. Je suis un peu plié de rire. Non, je t'ai plus. Elle est fraîche. Elle est fraîche. Alors c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas ça du tout. Si je vous parle de sylvothérapie, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? C'est la thérapie de Silvio, non? Non, c'est pas tout à fait ça. Alors moi, je connaissais. C'est Santé Magazine qui en parle d'ailleurs, santémagazine.fr. Moi, je connaissais parce qu'une fois, j'ai vu une interview de Chantal Lobby, la comparse des nuls, qui effectivement pratique ceci. Donc tu vas nous l'expliquer, je suppose, Martin. Et ouais, la sylvothérapie, en fait, ce qu'on appelle aussi en anglais le tree hugging, autrement dit l'art de faire un câlin à un arbre, ça s'est développé en France. Et donc il y a Santé Magazine qui donne des conseils pour bien pratiquer la sylvothérapie ou la médecine verte et profiter des bienfaits apaisants des arbres. Alors d'abord, il nous parle de choisir son arbre. Alors savez-vous comment on choisit bien son arbre? Pas du tout. Non. Eh bien, il y a le biologiste Jean-Marie Defossé, qui lui est créateur du site sylvothérapie.net, qui conseille de se laisser guider vers celui qui nous parle le plus. Alors parle entre guillemets, en fonction de son apparence, de ses propres affinités. Il peut être intéressant ensuite de noter les raisons qui nous ont poussés vers tel ou tel arbre, ce qui en lui nous a touchés, ce qui nous inspire, ce que l'on imagine de son existence, et puis de réfléchir à ce que cela peut dire de soi. Ça peut être sa forme, ça peut être le feuillage, ça peut être tout simplement aussi la période, la saison, selon sa texture. Sa texture aussi au toucher. C'est très différent parfois. Et se laisser aller finalement à ses propres émotions. C'est de ça dont il s'agit. Donc c'est pour ça moi je fais jamais de câlin à un sapin. À Michel, tu veux dire? Tu l'as pas rencontré, lui? Non. Après, bon, il y a un sapin, il est déprimé. Mais là, tu tombes encore une fois dans une pratique qui trouve pas forcément écho chez certaines personnes. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Moi, j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Ça prend l'eau. Ils comprennent pas. Ouais. Mais je respecte. Hein, c'est pas un souci en soi. Il y a un côté mystique quand même. C'est vrai que certaines personnes, on comprend qu'ils puissent pas rentrer dedans dans cette espèce de. Alors c'est marrant que tu parles du mystique, parce que si je peux me permettre, je ferai juste une parenthèse. Je cherchais, quand on préparait l'émission, un film avec une histoire d'arbre. Ouais. En fait, j'en ai deux en fait, mais un où l'arbre est très important. Et je t'ai demandé, Martin, est-ce que tu connais ce film? Et tout le monde le connaît, ce film, parce que on a considéré que ce film était à un moment un film écolo. Déjà, il y a Game of Thrones. Non, c'était Avatar.
C'était Avatar. Il y a le rôle de l'arbre qui est hyper important, Pour le peuple, tout ce que tu disais tout à l'heure est retranscrit dans ce film-là. Et le deuxième film, mais c'est juste une petite partie, c'est un film qui s'appelle Phénomène avec John Travolta. Exact. Ouais. Où effectivement le personnage que joue Travolta va être atteint, va penser qu'il a un don, qu'il a quelque chose, il bouillonne. Il devient très très intelligent, très intelligent, mais il n'arrête plus, c'est ça le problème, donc il bouillonne trop. Et le seul moyen de se réguler, c'est de regarder les arbres et de respirer avec eux. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène. Tout à fait. J'ai pas vu, moi. Donc Phénomène avec John Travolta. Voilà, il passe très souvent sur la TNT. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Après, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à le voir parce que c'est un petit film qui a son petit succès et je le trouve très intéressant. Alors, il y a plusieurs techniques que nous rappelle santémagazine.fr, notamment s'adosser à l'arbre. Lorsqu'on s'adosse à l'arbre, il est recommandé de se placer contre sa face nord, que l'on trouvera en observant le tronc. Celle-ci possédant généralement de la mousse, indique Laurence Mons, et les pieds plantés au sol. Laurence, comment ? Mons, pas mousse. Non mais il y a des noms, franchement, ça mourir de rire. Oui. Excuse-moi, mais parler de la mousse et s'appeler Mons. Et il bosse dans quelle branche? Très bien, on va y venir. On a fait le tour. Je sors. Et donc, en tout cas, avoir les pieds bien plantés au sol, si possible nus, les paumes de vos mains posées sur l'écorce. Vous êtes ici et maintenant en communion avec l'arbre. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de mobiliser ses sens. Santé Magazine nous le rappelle. Savez-vous pourquoi ? On a 5 sens. Oui. Non, on n'a pas 5 sens. C'est Aristote qui a décidé que c'était 5, mais il y en a pas 5 sens. Aristote qui a... Aristote, c'est le mec du doigt mouillé, non. Donc on va dire que communément dans ce qui est acquis, ce que les gens croient, on a 5 sens. Ouais. Dans ce qui est communément, on a 5 sens. Ouais. Dans ce qui est communément, on va dire pour le commun des mortels considéré, même si Aristote s'est trompé, il y a 5 sens. Et donc là, il y en a 4 dont il parle. C'est écouter l'arbre. Savez-vous pourquoi ? Alors, parce qu'il parle. Tous ne produisent pas la même musique lorsque le vent fait frémir leur feuillage ou leurs épines. C'est vrai. Donc il faut être attentif à ça. Ouais. Le toucher, de préférence les yeux fermés pour en deviner l'écorce, rugueuse ou douce, épaisse ou fine. Le sentir. Il parle de ça, mais c'est d'un érotisme. C'est comme Herbert Léonard. C'est un privé. C'est souvent toi qui vas en forêt, si je ne m'abuse, Martin. Oui, c'est vrai. Je vais à la forêt de Montjean. J'irai pas avec toi. Et tout à l'heure, tu parlais de John Travolta. John Travolta qui regarde les arbres dans Phénomène. Effectivement, le regarder pour profiter des bienfaits de sa palette de couleurs. Le bleu et le vert. Tu en parlais, Thomas, avec l'eucalyptus, je crois, tout à l'heure, le bleu. Et bien, le bleu et le vert étant réputés pour être plutôt avoir une action de calmer les personnes. Et en observant le ciel bleu à travers les branches des arbres verts, on va mieux. Et puis le sentir, pour en respirer les terpènes, composés organiques naturels produits par les conifères et les feuillus, aux vertus dynamisantes. Étonnant. Donc ça nous fait du bien quand même. Hein. Et ouais. Mais quand il y a le plus, il y a le moins. Et j'ai trouvé un truc énorme. Alors, évidemment. Je te remercie. C'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, en fait, il y a aussi des dangers à la sylvothérapie. Il y a des dangers. Vous savez pourquoi ? Déjà, quand elle dit de passer par le nord, là où il y a la mousse, déjà, moi, ça m'inquiète. Enfin, aller sur la mousse. Et oui, tu as raison, Thomas. Hein, bon. Tu as parfaitement raison parce que scienceetavenir.fr nous dit ceci. Eh bien, attention, parce qu'il y a des gros périls, vraiment des gros dangers. Pardon. Cette pratique consiste à faire des câlins aux arbres, promet toutes les vertus aux citadins désireux de se reconnecter avec la nature, mais attention, embrasser un feuillu ou un conifère n'est pas sans danger. Parce que évidemment, il peut en avoir laissé. Surtout si on est en short et en manches courtes. Parce que les bûcherons le savent, eh bien c'est une très mauvaise idée de serrer un chêne ou un charme. Leur écorce leur peut héberger une frulania, c'est une mousse qui provoque de fortes démangeaisons qui peuvent s'étendre au-delà des zones du corps qui ont été touchées. Il y a même parfois, ça va beaucoup plus loin, puisque aux États-Unis notamment et au Canada, il y a du sumac vénéneux. Il y a même des chenilles processionnaires
pour les pins. Ah par oui, exemple. non, mais oui, il faut pas. L'animal se nourrit des aiguilles de l'arbre. Il est pourvu le long de son corps de petites cavités dans lesquelles se trouvent d'innombrables et minuscules soies ou poils urticants. Et j'ai eu l'occasion pendant mes vacances de me rendre. J'étais de passage du côté d'Épinal et je suis allé au cimetière américain. Et effectivement, il y a des informations nous disant attention, ne vous approchez pas des arbres. Il y a des tas de chenilles et tout ce qui est urticant. Donc ça, c'est de votre responsabilité. Et de plus en plus, on le voit du fait du développement peut-être de cette sylvoculture et de tous ces je dirais, alors on peut pas dire des parasites parce qu'ils vivent en adéquation avec la nature. Ils ne détruisent pas l'arbre. Mais pour certains. Le processionnaire, c'est une saloperie. Mais la chenille processionnaire, ils en disent pas du bien, effectivement. Donc je vois ça plutôt comme un mécanisme de défense de l'arbre. Tu sais, pour éviter que des cons les prennent dans les arbres. Exactement. Ah oui, c'est ça. Je l'ai fait, moi, ça. Vas-y, Mickaël. C'est exactement ça. C'est pour éviter ce genre de choses. Tout simplement, c'est un mécanisme de défense. Pour dire ces cons-là, ils me prennent dans leurs bras, ils m'ont pas demandé l'autorisation. On va pas demander l'autorisation, donc tiens, ça a été développé. Ça prend du sens dans la symbolique, je trouve. Et ouais, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est juste. Et ouais, effectivement. Ouais. Donc c'est une manière pour les arbres de se défendre. C'est mon hypothèse, je la lance comme ça et je vous laisse avec. Et on va en débattre. Et là, en tout cas, on va faire une pause musicale. Et là, on va écouter Yves Duteil. Quand même. Oui. Si j'arrive à le lancer, c'est pas le petit pont de bois. Non, la légende des arbres. Vous allez voir. Alors, le texte est magnifique. Si ça part. Bon. J'essaye. Un jour, le roi des arbres réunit ses sujets dans son palais de marbre au cœur de la forêt. Le chêne, la brocéliande, le cèdre du Liban et le vieux pin des Landes conçurent un vaste plan. Le vent porta la fête à travers les forêts. Les arbres de la terre ont déclaré la paix. Vivre était leur désir, porter chacun leurs fruits. C'était vaincre ou mûrir, leur devise et leur cri. Leurs fleurs en grand mystère, imperceptiblement, s'ouvraient vers la lumière en prenant tout leur temps. Et du cœur des charpentes, des coques des bateaux, au linteau des soupentes et aux traverses du métro. Du papier dans les livres et du corps des crayons, le bois semblait revivre et devenait chanson. Libres de leurs amarres, les mâts qui naviguaient répondaient aux guitares et les arbres chantaient. Jamais de mémoire d'homme on entendit ce chant. Et dans le cœur des hommes il résonnait comme un printemps. Si près de Palestine et l'arbre de Judée ont mêlé leurs racines autour de l'olivier. Les arbres de la terre se sont tendus les mains par-delà les frontières, au-dessus des humains. Et la rose des vents échangeant les pollens a mis du pommier blanc sur les fleurs de l'ébène. Et la rose des vents échangeant les pollens a mis du pommier blanc sur les fleurs de l'ébène. Cette légende ancienne, on l'entend dans les bois. Devant les vieux chênes, la chante encore parfois. Celui de brocéliande et de cèdre au Liban. Mais le vieux pin des Landes a brûlé entre-temps. Les sauts longtemps versés de larmes de rosée, emportés dans leurs feuilles les deuils du temps passé. Si nous n'entendions plus ce que le vent nous crie, les hommes auraient perdu la source de leur vie. Et le parfum des fleurs, la pulpe de leurs fruits, déverserait en vain au fond des cœurs meurtris des torrents de douceur et des flots d'harmonie.
Dutheil, La légende des arbres. Eh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté Yves Dutheil, c'est bien. Ah ouais. Ça fait Je crois que plaisir, dans hein. l'émission, on l'a jamais écouté. Non, chez nous, non, mais même en général, Parce que Yves Dutheil passe en radio. Plus Non, beaucoup, je hein, pense non. pas. Nostalgie? Non, même pas. Non. Non, je suis même pas sûr. Non, Comme Herbert Léonard, il passe plus. Ah oui, ça, oui. En tout cas, il m'a donné envie de parler aux arbres. C'est vrai? En sortant, je vais causer. Eh ben, formidable. Alors sachez que avant qu'on attaque les T'as coups de pris cœur, tes coups de précautions. gueule, il y a quelques infos sur les arbres, on va dire un peu spéciaux ou du moins remarquables. Est-ce que vous savez par exemple quel est l'arbre qui est sur le territoire de la Seine-Maritime? Bah oui. Qui est le plus connu? Bah oui, c'est le chêne d'Alouville. Eh oui. Bien sûr. Il y a un très bon film. Oui, aussi, Non, oui. Enfin, il y a un film très bon. Oui, c'est très peut-être bon, c'est exagéré. peut-être pas le mot, mais. Il dépasse les 1000 ans, je pense. Ouais. Il serait âgé d'un peu plus de 1200 ans, le chêne d'Alouville-Bellefosse. C'est le plus vieux chêne de France, dans le village d'Alouville-Bellefosse, en Haute-Normandie, enfin, l'ex-Haute-Normandie. Il y a 2 chapelles superposées à l'intérieur de son tronc. Ces dernières furent aménagées au XVIIe siècle par l'abbé du Détroit, alors que l'arbre avait déjà plus de 500 ans. Et il est témoin de l'histoire de France, puisque le chêne millénaire aurait vu défiler les troupes de Guillaume le Conquérant, et il faillit être détruit pendant la Révolution française. Il a été amputé de moitié par la foudre en 1912. L'arbre fait depuis l'objet de soins et de consolidation constantes. Par la foudre? Nom de Zeus! Et il est classé monument historique en 1932. Il attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs. Vous y avez déjà été? Ouais. Quand j'étais gamin, j'y suis. Jamais, non. Non. C'est très sympa. Thomas, Alouville, non, je crois pas. Moi, j'y suis allé il y a effectivement très longtemps. Ah, donc tu rentres dans le chêne. Hein. Tu rentres dans le chêne. Il y a un petit escalier qui permet de... Il y a un ascenseur maintenant. C'est le fameux arbre magique. Mais non, mais c'est une petite visite à faire. C'est vrai que quand on habite dans la région, on le fait une fois. On n'a pas trop tendance à tiens, on va aller voir le chêne d'Alouville. Dans le coin, on va plutôt dire tiens, on va aller. Et donc il y a un escalier autour, c'est ça? Ouais, tu peux rentrer dedans. Hein. Tu peux rentrer dedans. Il y a longtemps. Ah ouais, tu l'as sur le... L'arbre, il est vraiment, je trouve, porteur de plein de fantasmes au niveau de l'habitation. Robin des Bois, où vous avez la forêt qui protège ses hommes, etc. On peut y vivre, on peut y habiter. Les Ewoks aussi, dans Star Wars, qui vivent dans les forêts. On peut se nourrir. Il y a un jouet qu'on a tous eu, l'arbre magique. Chewbacca, il vit dans la forêt à la base. Oui. Ah oui. L'arbre magique, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Les petits personnages qui sont dedans, c'est vraiment le fantasme de l'habitation. Exactement. Un petit peu, ça revient souvent, ça. C'est parce que c'est là, enfin, c'est nos ancêtres les singes qui nous rappellent ça, quoi. Alors, est-ce que vous savez quel est le plus vieil arbre du monde, Absolument de la planète pas. Je crois que tu vas nous Père dire. Castor. Ah, merci. Il est en Afrique, il est sur le continent africain. Non, je dis une bêtise. Non, pas sur. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Un endroit où il n'y avait pas grand monde. Ouais. Alors en fait, c'est le plus vieux végétal du monde. En définitive, il aurait, à l'heure actuelle, plus de 9550 ans. Il s'appelle Jiko. Moi, ça me scie. T-J-I-K-K-O. Et c'est un épicéa. Est-ce que ça vous aide pour le localiser vachement Ah, mais moi je sais. C'est peut-être dans le Yosemite Thomas Park. le sait. C'est pas dans le Yosemite Park, des fois, dans le parc du Yosemite. Non, aux c'est pas États-Unis. Yosemite Park non plus. Non. C'est vers la fin de l'âge de glace, soit 4700 ans avant la naissance de l'arbre Mathusalem, qui est un autre vieil arbre, que le vieux Chico prit racine pour la première fois. C'est un épicéa qui a été découvert en 2004 sur une montagne de province. Là, je vais vous aider, de Dalarna. Je vous aide là. Ça m'aide vachement, oui. Et c'est en Suède. C'est en Suède. C'est en Suède. Et le géologue Leif Kuhlmann, en fait, l'a baptisé ainsi en souvenir de son chien qui est mort. Voilà. Et donc, il s'appelle Leif Chico. Pullman, comme tu dis, connu parce qu'il est né dans une brasserie. Leif. Oh là, Pullman, il s'appelait Pullman. Ouais, et après, il a été à l'hôtel. Directos. Oh là là, on est dans l'humour. On est haut. Très haut. Et donc ce vieil arbre en fait est le plus vieil arbre clonal du monde. Sa partie visible n'est en fait âgée que de quelques siècles, mais à chaque fois qu'un tronc meurt, un nouvel individu émerge des racines qui elles sont là depuis 9550 ans. Oh là. Chico poussait donc déjà 2000 ans avant l'avènement de Sumer, la première civilisation urbaine, et à cause du climat très rude dans lequel il se trouve, l'arbre actuel fut conservé à l'état d'arbrisseau pendant des siècles. Son récent développement complet serait consécutif au réchauffement climatique. Waouh. Donc tout ça, c'est effectivement à retrouver sur le net, sur le sujet, des sujets très sérieux. Je voulais juste rebondir, juste 2 chiffres. J'ai cru comprendre que
replanter des arbres, ça coûte en moyenne au mieux 30 centimes, enfin 30 cents. C'est ce que t'as disent vu les- l'Éthiopie, s'ils ont réussi à le faire, c'est que ça coûte pas grand-chose. Non, quoi. c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Ça coûte pas énorme. Sauf que ils expliquent aussi que l'arbre vient à maturation, on va dire, au bout de 30 ans. Donc ça prend un certain temps, voire un c'est du temps boulot. certain. Et Ça demande que une politique. Il faut éviter de, comme on l'a fait en 2017, de raser d'autres arbres pour en planter d'autres. Oui. Par contre, j'ai été surpris du volume en 2017 qui a été... à quoi correspond... Alors, il y a eu effectivement environ 30 millions d'hectares de forêts qui ont été détruites. Savez-vous, ça représente quoi 30 millions... c'est plusieurs milliers de stades. En fait, c'est ni plus ni moins que l'Italie. Ah oui. Voilà. C'est comme si on avait rasé l'Italie. C'est comme si on avait rasé l'Italie. Voilà, Ouais. ça donne une idée. C'est grave quand même. Alors, et après, il y a un truc qui est tout bête, c'est-à-dire, en fait, on pourrait aussi se poser une question, mais d'une grande simplicité, en se disant, mais si les arbres n'étaient pas là, nous ne serions pas là. non plus. Oui. Tout à fait. Mais après, il y a d'autres problèmes Non, qui viennent parce que se greffer. nos ancêtres se seraient fait becter, quoi. Et après, le On problème, n'aurait pas pu monter dans les arbres. quand on Se protéger. tout à l'heure tu parlais de l'huile de palme, Oui. mais après ça amène d'autres problématiques transverses qui sont la vie animale, je pense aux gorilles notamment, Oui. et qu'effectivement ça casse un peu tout. Donc quand est-ce qu'on va se rendre compte du mal qu'on est en train de faire? Oui. Mais Tout simplement. Après, Mais c'est un problème global. C'est global, Bien ouais. que c'est global. Et il n'y a pas que ces animaux dont tu parles, il y a aussi l'arbre à chèvres qui s'appelle l'arganier, c'est au Maroc. Il y a des chèvres qui vont se monter dans Qui montent dans l'arbre, hein, qui montent ouais, dans l'arbre. c'est J'ai la photo sous impressionnant, les ça yeux, aussi, ouais. c'est assez incroyable. Allez, avant de finir sur les coups de cœur, juste une dernière question. Selon vous, à Paris, où peut-on trouver le plus vieil arbre? A priori, hein, ça s'appelle un robinier. C'est un robinia pseudo-acacia. Il a été planté en 1601 par le botaniste Jean Robin, qui a introduit l'espèce en France. Donc 1601, à votre avis, où est-ce qu'on peut le trouver à Paris? Aucune idée. À l'hôtel de ville. Dans quel arrondissement, selon vous? C'est dans un square, je sais pas. Dans un square, ouais. Ouais. Si je vous aide en vous disant le le square René Viviani. Alors là, je connais pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors sachez que c'est dans le 5e arrondissement de Paris. Eh bien, ce square a la particularité d'abriter ce robinier, donc planté en 1601, je le rappelle. Ouais. C'est un arbre de 11 mètres de haut. Ouais, et il a une circonférence de 3,85 m. Ça, c'est plus gros. Et c'est cet arbre-là qui est considéré comme étant le plus vieil arbre de Paris. Donc n'hésitez pas, si vous êtes de passage à Paris, dans le 5e arrondissement, le square René Viviani. Alors c'est un tout petit arbre, hein, comparativement aux autres, mais voilà, on est plutôt fiers d'avoir un arbre de 1601, planté en 1601. Absolument. En France. Absolument. Un bel arbre. Voilà, on passe au coup de cœur, coup de gueule peut-être pour terminer. Oui, alors j'en ai un moi. Alors comme beaucoup de monde, j'en ai plus que marre d'écouter à longueur de journée les pubs de Monsieur Bernard Canetti, les pubs de Comme j'aime, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est qui? Et Comme j'aime, il est censé te fournir des repas tous les jours. C'est le truc qu'il y avait pendant le Tour de France. Voilà, et donc en fait tu fais plus la bouffe. C'est dosé, c'est dosé. C'est dosé, c'est censé te faire maigrir et te faire perdre plein de poids. Toi, t'as essayé et puis t'as pas réussi. Absolument pas. Moi, j'ai pas eu besoin de ça pour perdre 25 kilos. Donc eux, ils font ce genre de promesses-là et ils te disent, vous allez pouvoir bouffer gratuitement. Vous faites un essai pendant une semaine gratuite. Eh ben non, c'est pas gratuit parce qu'en fait l'essai d'une semaine, en fait la maison te fait 25%. Et c'est-à-dire que si tu veux avoir une semaine gratuite, il faut d'abord que tu prennes le pack complet pendant un mois. Donc en fait un mois, une semaine gratuite, 25%. Donc tu sais combien ça coûte? Oui, alors c'est quand même quelque chose. Ça coûte 680 € par mois. C'est énorme parce que les quantités, bien sûr, elles sont minuscules parce que pour te faire maigrir, il faut jouer sur les quantités, il n'y a pas à chier. Et regardez bien. Si, il vaut mieux. Mais regardez bien les photos, vous allez vite vous rendre compte que
c'est pas Byzance quoi au niveau des plats. Hein. C'est vraiment fait avec des produits. Ça se voit à l'œil que c'est pas des beaux produits. Donc ils ont beau se réclamer vegan et tout ça parce qu'ils le disent aussi. Pas terrible hein, les trucs. Donc j'en ai ras-le-bol. D'avoir ça et en plus moi quelque part même si c'est pas du vol parce que en fait c'est ne pas dire quelque chose, moi j'estime qu'on dit aux gens qu'on va leur faire à bouffer pendant une semaine gratuite, bah c'est pas vrai. Voilà. Laurent. Si c'est vrai hein, attends excuse-moi, oui. c'est vrai. Oui. C'est vrai, mais après tout ce que tu as dit. Non, mais ils font pas de la bouffe. C'est ça qui veut dire. Non, c'est des mensonges, pas vrai. Et en plus, bon, après, moi j'avais appris autre chose. Tu sais que t'as soi-disant quelqu'un qui peut te suivre, que tu peux appeler. Ouais. Il paraît que c'est. En Inde, c'est ça. C'est rock'n'roll. C'est du parrainage. C'est rock'n'roll. Laurent, un coup de cœur. Moi j'ai plutôt un coup de cœur. Je vais pas. C'est un coup de cœur cinématographique. J'ai eu la chance de voir Il était une fois Hollywood et j'ai adoré. Alors j'ai adoré. Attention, en toute proportion gardée, parce que j'ai trouvé des choses assez marrantes, notamment dans la séance auquel j'étais. C'est-à-dire que le film faisant quasiment 3 heures, enfin 2h45, un truc comme ça, bah il y a beaucoup de gens qui se lèvent, qui vont aux toilettes. J'en ai vu partir. J'en ai vu partir, revenir. Bref, ça bougeait beaucoup. Donc ça veut dire qu'on n'était pas vraiment dans le film. Moi j'ai adoré parce qu'en fait Tarantino il a vraiment pris tous les codes qu'il y avait dans les années 70 et je pense que 60. Les personnes 70 c'est 70, dans les années 70 oui. Ça se passe en 69 oui mais après ça évolue dans le temps, ça commence mais c'est dans les années 70 et effectivement il y a l'histoire de Sharon Tate l'ancienne femme de Roman Polanski que Tarantino va revisiter. Moi je suis pas un fan de Brad Pitt, je trouve que le rôle de Brad Pitt est très intéressant, il est un peu hors du commun mais très intéressant. Caprio il est excellent et le film vraiment il tient vraiment la route. Maintenant il fonctionne en ce moment d'après les premiers résultats du box-office. Maintenant, je pense que les gens qui sont sortis de ce film-là, une bonne partie ne va pas comprendre ou alors, et de ce fait, ne va pas aimer. Il y a la fille d'Andy McDowell aussi qui joue dedans et qui fait une participation d'une 20aine de minutes assez tonitruante. Mais à voir, franchement, il faut le voir ce film. Vraiment très intéressant. Thomas ? Moi, un gros coup de gueule contre le gouvernement brésilien qui continue à déforester à tour de bras. Il y a eu la semaine dernière 100 000 femmes indigènes qui sont venues manifester à la capitale du Brésil. Et faut savoir quand même que le groupe Carrefour a subventionné la campagne du président actuel brésilien. Donc moi, à titre personnel, c'est pour ça que je fais un boycott de cette surface. Et il y avait autre chose que je voulais apporter à votre attention, c'est il y a un petit Indien qui, tout seul, avec ses petits bras, il a replanté 55 hectares de forêt. Oh, chapeau. Sur plusieurs années, peut-être 30 ans. Mais bon, il était tout seul, il l'a fait. C'est pas mal, hein, comme 55 quoi, hectares. il y a moyen de faire des choses. Ouais, et tout est une affaire de volonté et de décision de ce qu'on fait ou pas. Voilà. De choix. Petit coup de cœur littéraire pour faire suite à ton coup de cœur cinématographique, Laurent. Le dernier Franck Tilliez, Lucas, voilà, je l'ai démarré aujourd'hui. En 17 pages, cet auteur est capable de vous faire perdre la tête et de vous faire vous plonger dans une histoire, une intrigue incroyable. Tu l'as pas fini, mais tu sais déjà que ça part crescendo. C'est certain. La période estivale n'est pas terminée. On peut encore se trouver un bouquin de plage. N'hésitez pas. Franck Tilliez, Lucas, c'est de la dynamite. On ira. Et moi pour terminer, alors puisqu'on reste dans l'univers des arbres, puisque j'avais lors de la préparation évoqué aussi cet auteur Bernard Werber qu'on a eu l'occasion d'avoir en interview pour Westrack avec Virginie Lefebvre, eh bien il a créé il y a quelques années maintenant, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien un site qui s'appelle www.arbredespossibles.com où voilà ce qu'il exprime dessus. Il dit: le futur est difficile, voire impossible à prévoir, mais on ne perd rien à essayer quand même. Il n'y a plus de visionnaires, il n'y a plus de futurologues, plus personne n'ose proposer de vision car tout le monde a peur d'avoir l'air ridicule. Pourtant, il est nécessaire de se projeter dans l'avenir, ne serait-ce que pour ouvrir des perspectives. Ce sont les utopies de maintenant qui une fois exprimées, peuvent bâtir la réalité de demain. Et donc ce site, Arbre des Possibles, est un projet qu'il a initié pour
permettre à tous les internautes qui le souhaitent de poster, en fait, d'imaginer les futurs possibles de l'humanité, qu'ils soient pessimistes, neutres, optimistes, court terme, moyen terme, long terme. Et il nous invite tous, autant qu'on est, à poster notre vision du futur. Et puis, le coup de cœur, toujours en lien avec Bernard Werber, c'est que il nous avait fait l'honneur et l'amitié de faire l'interview et de nous délivrer un scoop qui était la sortie du chat. Le livre sur Demain les chats, le numéro 2. Et effectivement, sur son site, on peut voir que le 26 septembre prochain sort Sa Majesté des chats. C'est la suite de Demain les chats, donc. On y retrouvera la chatte Bastet, le siamois Pythagore, la servante humaine Nathalie, le chaton Angelo. Et puis on y verra une montgolfière bricolée pour transporter des chats, des batailles épiques, un sphinx sans poils, des porcs intelligents, des chiens alliés, un perroquet bavard, l'empereur des rats dévastateur Tamerlan et une belle histoire d'amour. Eh bien, tout cela sera associé à une surprise que Bernard Werber nous réserve pour le 4 octobre 2019. Donc 26 septembre, Sa Majesté des chats dans toutes les librairies. Je peux me permettre un petit coup de cœur, mais très vraiment rapide. très Moi, faut que je rapide. fasse une correction avant qu'on... J'ai été voir l'exposition de Toutankhamon. Je sais qu'il y a une prolongation, allez-y, c'est formidable. Voilà, c'est tout. Correction, la déforestation au Brésil, c'est pas pour l'huile de palme, c'est pour le soja. En grande partie. D'accord. Et en Qu'il Amérique faudrait ne centrale, plus manger, d'ailleurs, entre parenthèses. en Amérique centrale, la déforestation, c'est l'avocat. Parce que tous les Américains sont mis à faire des régimes d'avocats pour maigrir. Ouais, et parce que c'est une connerie monumentale. Ils plantent des avocats à tour de bras sur des endroits que c'est pas prévu. C'est comme le chocolat d'ailleurs en Afrique, la déforestation, c'est à cause du chocolat. Voilà. Eh bien, toutes ces corrections étant faites, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On a été un petit peu plus long que d'habitude. Ouais, on a débordé parce qu'on n'a pas de chaperon. Voilà, et qu'il n'y avait pas d'émission derrière. Donc évidemment, si ça avait été le cas, nous aurions respecté les horaires. En tout cas, on remercie la direction de Westrag de nous avoir permis de faire un petit peu plus long ce soir. D'habitude, c'est plutôt quand on a des invités, il faut le dire. Mais on n'est pas sans avoir prochainement, sans doute, des invités. On vous tiendra au courant. On y travaille. Et on vous tiendra au courant par le biais du Facebook. Toute l'équipe doit se retrouver normalement dans 15 jours, le lundi 2 septembre à 18h. Je dis bien normalement parce que moi je ne serai pas là, je vous le dis, chers amis. Oui, on sera là. Mais vous serez au rendez-vous. Et on se quitte avec un titre toujours en lien avec les arbres. Yannick Noah, vous l'entendez en fond sonore, et c'est Aux arbres citoyens. Salut à dans 15 jours. Salut tout le monde. Salut. Rester notre idéal, faire les beaux. S'acheter de l'air en bar, remplir la balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus